Mais que se passe-t-il depuis quelques années? Les départements du nord de la France commencent à manquer d'eau. Quelle est la situation alors que l'été se termine? On va s'intéresser à la sécheresse dans notre région avec nos invités. D'abord, Catherine Bardy qui va nous rejoindre. Bonjour Catherine, vous êtes la directrice adjointe de la DREAL Hauts-de-France. La DREAL, c'est la Direction Régionale Environnement, Aménagement et Logement. On fera le point dans un instant avec vous sur la situation. En visioconférence, Colette Duchâteau. Bonjour Colette, vous êtes agricultrice, vous accompagnez les agriculteurs pour qu'ils puissent s'installer dans le département de la Somme avec votre organisation, les jeunes agriculteurs de la Somme. Et puis enfin, Bertrand Wimmertz, lui aussi en visioconférence. Vous êtes le directeur de l'agence ONF, l'Office national des forêts pour la Picardie. On fera un état des lieux précis avec vous sur nos forêts dans notre région, Guillaume. Oui, commençons tout de suite avec vous, Catherine Bardy. Je rappelle que vous êtes à la Direction régionale de l'environnement. On entend maintenant, et c'est malheureusement répétitif, un niveau d'alerte sécheresse, alerte renforcée ou encore niveau d'alerte sécheresse, la pluviométrie. Et là, vous l'analysez, effectivement, eh bien, elle est largement déficitaire. Et malheureusement, auparavant, c'était sur 3, 4, peut-être 6 ans d'intervalle. Aujourd'hui, c'est un vrai problème de fond, c'est répétitif, c'est tous les ans? Alors c'est tous les ans depuis 4 ans, depuis l'été 2017, puisque effectivement on a eu alors des phénomènes météorologiques qui peuvent être un petit peu différents d'année en année, mais qui ont conduit au même résultat, c'est-à-dire d'avoir un été effectivement marqué par la sécheresse. Alors cette année, ça se traduit surtout par des sols qui sont extrêmement secs, donc là les agriculteurs le savent bien. On a des situations dans certains secteurs qui sont proches de ce qui était le cas en 1976, sécheresse qui était la fameuse assez emblématique, voilà. Mais on a effectivement aussi des problèmes de débit dans les cours d'eau. C'est assez caractéristique cette année, notamment dans le département du Nord. Voilà. D'autres années, ça s'est traduit par des déficits importants dans les nappes souterraines. Voilà, c'est un petit peu différent chaque été, mais le constat est le même. Chaque été, depuis 2017, ça revient et on sait aujourd'hui que c'est une tendance de fond, c'est un problème structurel puisque effectivement, quand on regarde les constats, y compris météorologiques, depuis quelques années, on a une augmentation de la température de plus de 2 degrés en 60 ans, entre 1955 et 2015 par exemple. On a la pluviométrie qui a baissé. Alors bien sûr, certaines années, ça va mieux, mais en tendance, on est vraiment sur une logique de manque progressif d'eau. Alors justement, quand vous parlez de ce constat qui était plutôt dramatique, faut-il pas déjà, dès maintenant, changer nos habitudes, à la fois pour l'agriculture, mais aussi nous, en tant que particuliers, industriels, il va falloir aussi nous changer, et le constat que vous faites est important pour le signaler. Économiser l'eau, maintenant, c'est protéger une ressource qui peut être rare, et même ici dans notre région des Hauts-de-France. Tout à fait, c'est exactement cela. C'est-à-dire que en période de sécheresse, vous avez effectivement chaque préfet de département va prendre des mesures de précaution, éventuellement de restrictions jusqu'à ce que la situation redevienne normale. Mais on a par exemple constaté entre l'été 2019 et l'été 2020 que le département du Nord est resté en état de vigilance ou d'alerte toute l'année, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, c'est-à-dire même pendant l'hiver, parce qu'on continuait à avoir des déficits. Oui, pardon, excusez-moi, finissez votre phrase, je vous en prie. Eh bien, donc je pense que c'est comme les économies d'énergie. On a tous, pour la plupart, on a pris l'habitude qu'il fallait faire des économies d'énergie. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde intègre le fait qu'il faut faire des économies d'eau, qu'on soit agriculteur, industriel, consommateur. En même temps, c'est pas facile parce qu'on est là, on regarde, bon, il fait nuageux, il y a un peu de pluie, machin, on se dit ça va, tout va bien. En fait, le problème, il est aussi sous terre. Enfin voilà, on n'a pas forcément la conscience de ça. Mais en fait, c'est un ensemble d'éléments. La ressource en eau, on a des nappes phréatiques qui fournissent plus de 80% de l'eau potable qu'on va utiliser pour différents usages dans la région. C'est une moyenne régionale. Ouais. Ça va jusqu'à 95% pour l'eau potable qu'on consomme dans chaque ménage. Donc les nappes souterraines sont importantes, mais les débits, les cours d'eau, le niveau des cours d'eau, surtout les débits des cours d'eau sont importants parce qu'il y a de la vie aquatique, parce qu'il y a des prélèvements aussi dans ces eaux-là, parce que quand on fait des rejets en termes de pollution, si vous avez moins de débit dans une rivière, vous risquez des pollutions plus importantes. Vous avez des problèmes de concentration. Une espèce d'effet domino en quelque sorte. Et donc en fait, vous avez tous ces aspects-là, plus cette fameuse sécheresse des sols, qui est aussi qu'on voit un peu moins souvent, mais enfin
parce que c'est pas ce qu'on met en avant, mais effectivement, ça veut dire que on a des sols qui peuvent aller des fois jusqu'à se déstructurer à force d'être trop secs. Vous parliez des agriculteurs. Colette Duchâteau, les agriculteurs dans la Somme, comment on s'adapte, comment on modifie sa manière de travailler ? C'est que la sécheresse, elle touche aussi bien les éleveurs que les agriculteurs. Pour les éleveurs, ça veut dire qu'il faut soit rentrer les bêtes plus tôt. Il y a déjà certains éleveurs qui ont dû rentrer leurs animaux dans les hangars déjà à cette période de l'année. Et sinon, il faut amener de la nourriture jusqu'au pâture puisqu'elle n'est pas suffisante. Et bien, tout ce qu'on amène, soit on pioche dans les stocks d'hiver, donc ce qui posera un souci fin d'hiver, début du printemps, ou sinon, il faut l'acheter. Le problème, c'est qu'acheter ce fourrage supplémentaire, en général, c'est un coût 3 fois supérieur à un coût de pâturage classique pour les animaux. Donc, c'est encore une fois une difficulté pour la trésorerie des exploitations. Après, si on parle plus côté agriculture, forcément, une sécheresse, c'est des rendements qui sont moins bons, moins importants, et aussi une qualité qui est moins bonne, notamment sur les légumes, qu'on essaie d'irriguer dans la limite des autorisations qui sont accordées. Mais effectivement, aussi bien les animaux que les végétaux souffrent de cette sécheresse. Et c'est pour ça qu'il faut que des mesures soient prises et soient mises en œuvre. Et au-delà de la sécheresse, c'est plus une gestion de l'eau sur laquelle les agriculteurs souhaitent travailler, puisqu'il y a quelques jours, il y a le secteur de l'étoile Lompré-les-Corsins qui a été touché par des coulées de boue et des grosses inondations, parce que quand il y a beaucoup d'eau qui s'abat comme ça sur un sol très sec, malheureusement, ça se traduit par des inondations et des coulées de boue. Donc, parfois on en a trop, parfois on n'en a pas assez. Donc, il faut travailler sur la gestion de cette ressource qui nous est précieuse pour notre travail. Et il y a une question que j'ai envie de vous poser, on se la pose tous, c'est qu'effectivement, on s'attend dans les années à venir de vivre encore plus ces difficultés. Vous, en tant qu'agriculteur, par exemple, on voit parfois de nombreux champs de maïs. On sait que le maïs consomme énormément d'eau. Est-ce qu'il est possible de changer vers d'autres cultures ? Est-ce qu'on vous aide également aussi à changer de culture ? Alors, qu'est-ce que vous entendez par le maïs consomme de l'eau ? Parce qu'au contraire, le maïs, c'est une plante qui est assez formidable, qui peut aller chercher de l'eau assez profondément. Malheureusement, cette année, quand on a semé les maïs, ils ont été soit mangés par les corbeaux notamment. Certains ont dû ressemer, mais ça, voilà, c'est un autre sujet qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Mais la question, c'est plutôt, on parle beaucoup des légumes, notamment dans la Somme. On a quand même la chance d'avoir une belle industrie de transformation pour pas les citer Bonduelle. Et voilà, pour eux, on a besoin d'eau pour pouvoir produire des légumes de qualité. La question qui se pose derrière, c'est est-ce que les agriculteurs ont conscience finalement qu'il va falloir peut-être changer la manière de travailler, peut-être changer les cultures ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait réfléchir les agriculteurs actuellement ? Alors, bien sûr, ça fait partie d'une réflexion. Après, il faut savoir qu'on travaille avec du vivant. Et pour créer des nouvelles variétés qui soient moins atteintes ou qui souffrent moins de la sécheresse, il faut beaucoup de temps. Il faut quasiment une dizaine d'années pour créer une nouvelle variété de semences. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais il y a beaucoup d'instituts qui y travaillent et on les encourage à travailler dans cette voie pour pouvoir nous accompagner. Parce que voilà, la filière agricole est riche de nombreux collaborateurs. Et elle est mobilisée. Bertrand Wiemers, vous êtes le directeur de l'ONF, l'Office national des forêts pour la Picardie. Vous êtes là à Compiègne. Est-ce que la forêt souffre de cette sécheresse dans notre région ? Et de quelle manière ? Alors oui, bonjour à tous. Complètement, la forêt est très concernée et frappée par les épisodes de sécheresse. L'ONF gère environ 120 000 hectares sur les Hauts-de-France, et c'est la forêt publique uniquement. Et sur ces 120 000 hectares, considérez qu'il y a un bon quart, si ce n'est un tiers. Donc toutes les forêts sont impactées et concernées peu ou trop, mais il y en a un bon quart, un bon tiers qui ont vraiment des signes très visibles de dépérissement et d'impact des évolutions climatiques et des sécheresses en particulier. Ça veut dire que vous travaillez sur l'avenir. Comment vous travaillez pour faire évoluer la forêt des Hauts-de-France ? Alors effectivement, c'est une question qui préoccupe les forestiers depuis quelques années, comme d'autres professions, bien évidemment. Le sujet, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la capacité de migration ou d'adaptation des essences forestières, qui ont des cycles longs, elle est beaucoup plus lente que les évolutions climatiques. Globalement, les scientifiques disent à peu près de 10 fois, d'un facteur 10. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur évidemment le capital naturel qui est présent, et qui, on l'espère, s'adaptera. Il y aura une capacité d'adaptation naturelle, mais bien évidemment d'accompagner aussi ce mouvement
en introduisant, en apportant des essences nouvelles ou des provenances nouvelles. Et j'insiste sur cette notion de provenance, c'est-à-dire que dans une hêtraie de Picardie, par exemple, à Compiègne, on peut tout à fait envisager de faire remonter les hêtres les plus méridionaux qu'on a en France, par exemple les hêtres de la Sainte-Baume, en espérant que les croisements et cette génération de hêtres puissent participer aux hêtraies picardes dans 50 et 100 ans. Alors juste avant la question de Guillaume, peut-être remonter un peu le téléphone pour qu'on voit bien votre visage, Bertrand, parce que là on a... Voilà, vous êtes parfait, ne bougez plus, ne changez rien. Question de Guillaume. Oui, alors c'est un petit peu compliqué, mais certains disent, mais est-ce que c'est pas contre nature d'apporter des espèces qui sont pas de la région? On craint toujours le terme d'espèces invasives. Je présume que vous êtes très vigilant pour trouver le meilleur compromis possible, je présume. Absolument, tout à fait. Donc déjà, il faut se rappeler, c'est vrai qu'à notre échelle, on le perd des fois un peu de vue, mais de toute façon, la forêt évolue, elle a toujours évolué. Il y a 5 ou 6 000 ans, il n'y avait pas de chênes et pas de hêtres sous nos latitudes. Voilà, les processus font que tout ce système est en mouvement. Là, ce qui se passe, c'est que c'est très rapide. Donc, on ne va pas faire un mouvement radical, j'ai envie de dire, où on va se dire, bah, tiens, puisque le hêtre et le chêne sous nos latitudes à 50 ou 100 ans, ça va être très compliqué pour eux, donc on va les remplacer tous par une autre essence. Ce n'est pas ça la stratégie. C'est vraiment de s'appuyer, encore une fois, sur le capital végétal qu'on a sur place, mais progressivement d'introduire ce qu'on appelle des îlots d'avenir, d'injecter peu à peu des nouvelles essences et des nouvelles provenances, et en réfléchissant bien, bordé par la science, avec quelle essence on prend un risque, quelles essences sont les plus adaptées, et avec toute la vigilance que vous citez par rapport notamment aux espèces invasives. Donc c'est vraiment les deux pédales, quoi. Le capital naturel dont on espère, et il a une forte capacité d'adaptation, ce capital, parce que les arbres ont une diversité génétique très élevée, et à la fois, encore une fois, la migration assistée. Merci Bertrand. Catherine Bardy, je rappelle donc que vous êtes à la direction régionale de l'environnement. On l'entend, on est en pleine transition, que ce soit pour les agriculteurs, on n'a pas entendu là pour les forêts, mais aussi pour nous particuliers. Cette transition, il faut vraiment la faire tous, là, c'est maintenant. Et vous savez aussi un petit peu de lanceur quelque part d'alerte, et ensuite vous avez une légitimité. Est-ce que vous suivez justement, vous constatez avec des chiffres, des analyses, il faut vraiment, là, on est dans une transition, il est temps de la faire ? Ah oui, il est temps de la faire, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas besoin de faire de catastrophisme. On a des régions de France qui sont encore bien plus touchées que nous par ces phénomènes. Vous êtes vigilant. Mais on sait que si on ne prépare pas, si on ne s'y met pas aujourd'hui, la catastrophe arrivera dans quelques années. Alors, me demandez pas si c'est dans 20 ou 30 ans, je n'en saurais rien. Mais comme je disais tout à l'heure, les températures ont augmenté en Hauts-de-France, c'est un fait. La pluviométrie a baissé, et les projections qu'on a dans des études qui ont été menées au niveau national, c'est que effectivement, on risque d'avoir 5 à 10% de pluviométrie de moins dans les 40-50 ans qui viennent, une baisse de la recharge des nappes, des débits de cours d'eau qui vont diminuer. Voilà, c'est quantifié avec des fourchettes, mais aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont sur la table. Et donc, effectivement, ce qui est compliqué, c'est de commencer à mettre en œuvre un certain nombre de mesures, à prendre des habitudes pour justement préserver la chance qu'on avait en Haute-France d'avoir un capital en termes de ressources en eau qui était jusqu'à présent satisfaisant. Donc c'est un travail de longue haleine, mais on l'a bien compris, il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Voilà, très bien. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Catherine Bardy, directrice adjointe de la DREAL Hauts-de-France. Merci aussi à Colette Duchâteau et à Bertrand Wiemers. Merci à tous les trois d'être venus nous éclairer sur l'état de sécheresse dans notre région.